Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Tribune de l'Excellence. Alors, dans ce nouveau numéro, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir comme invité son Excellence Hassan Askari. Il est l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal. Excellence, bonsoir. Merci beaucoup. Alors, merci de nous avoir accordé vraiment cet entretien. Et je rappelle que vous êtes le tout nouveau ambassadeur, n'est-ce pas, de la République islamique d'Iran au Sénégal. Alors, vous avez présenté votre lettre de créance à son Excellence, le président de la République sénégalaise, Macky Sall. Alors, Excellence, d'abord, comment vous trouvez le Sénégal? Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Tout d'abord, je voudrais saluer tous vos chers téléspectateurs et auditeurs. Je vous remercie également, ainsi que vos honorables collègues, d'avoir organisé cette interview. Bon, je suis très heureux d'avoir été nommé comme nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de ce beau pays musulman et frère, le Sénégal. Le Sénégal avec son peuple sympathique, accueillant et chaleureux. Le Sénégal présente des caractéristiques exceptionnelles dans différentes dimensions culturelles, politiques, religieuses, historiques. Politiquement parlant, le Sénégal est le centre diplomatique de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, ce qui a conduit à la promotion de la position régionale mais aussi internationale du Sénégal dans le monde. C'est pour cette raison qu'on voit que le Sénégal est actif sur la scène et dans les événements régionaux et internationaux. L'honorable président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky Sall, quant à lui, il a joué un rôle très important dans l'intégration régionale, surtout dans l'adhésion de l'Union africaine au groupe G20, mais aussi il a déployé beaucoup d'efforts pour la consolidation de la paix. On a été témoin de voyages du président sénégalais accompagné par d'autres chefs d'État africains pour établir pour les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Aussi, le Sénégal a été 2 fois membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ce qui témoigne de la bonne position du Sénégal sur la scène internationale. Aussi, le Sénégal occupe une position géopolitique particulière dont le plus important c'est le port de Dakar, qui est comme un portail donnant sur tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est justement cette position qui a rendu le Sénégal très important dans cette sous-région. Sur le plan politique, toujours, c'est un pays stable et démocratique. Économiquement parlant, le pays est en croissance et en développement, justement à travers le nouveau plan du Sénégal émergent 2035, le plan qui a mis le pays sur la voie de la croissance et de développement. Pendant ces 4 mois que je séjourne dans ce beau pays, je vois que le Sénégal est une société vivante et très dynamique. Sur le plan religieux, je vois que les manifestations de l'islam et des cultes musulmans sont très visibles dans la société sénégalaise. Et aussi, je vois des gens, par exemple, qui respectent les prières à temps, ce qui a été très attrayant et intéressant pour moi. Et son peuple, je vois que le Sénégal compte des gens chaleureux, très sympathiques, avec une riche culture et travailleurs. Je peux dire que je vois déjà un très bel avenir qui attend le Sénégal et son peuple. Et moi aussi, je formule tous mes vœux pour la prospérité du Sénégal et du peuple sénégalais. Oui, alors, Excellence, encore merci pour ces appréciations. Maintenant, peut-être une très bonne transition pour revenir un peu sur les relations historiques qui existent entre, n'est-ce pas, les 2 pays, le Sénégal et l'Iran.
Bon, les relations politiques entre les deux pays ont été établies en avril 1971 et en août 1971, l'ambassade d'Iran a été créée à Dakar et un ambassadeur a été désigné et envoyé au Sénégal. De son côté, le gouvernement sénégalais a également ouvert son ambassade à Téhéran dans les années qui ont suivi. Et le premier ambassadeur du Sénégal a commencé son travail à Téhéran en août 1972. Ainsi, du point de vue politique et officiel, on peut dire que plus de 51 ans, soit plus d'un demi-siècle, se sont écoulés depuis l'établissement des relations entre les deux pays. Heureusement, les relations entre les deux pays sont très amicales, productives et croissantes dans tous les domaines. Durant cette période, de nombreuses délégations à différents niveaux, ont visité les capitales des deux pays, enfin au niveau des présidents, des deux pays, des ministres et d'autres délégations. Pour la dernière visite officielle entre les autorités des deux pays remonte justement il y a un mois presque, en marge du sommet des BRICS en Afrique du Sud à Johannesburg, où les deux présidents se sont rencontrés. Dans le domaine économique aussi, 4 réunions de la commission mixte Iran-Sénégal ont eu déjà lieu, dont la 5e se tiendra prochainement à Dakar. De toute façon, je peux dire qu'il existe une très bonne relation sur tous les plans entre les deux pays. Pour préciser justement, par exemple, dans le domaine économique, je peux souligner la production automobile. Vous connaissez bien, je crois que voilà, le peuple sénégalais est très familier avec les marques taxi jaunes de Saint-Iran et des automobiles Samand, dont je crois que bientôt il y aura de nouveaux véhicules qui seront produits et qui entreront dans le marché sénégalais, des produits de marque iranienne. Mais il y a aussi d'autres entreprises et d'autres coopérations économiques qui sont à l'ordre du jour et qu'on poursuit de manière sérieuse. Alors, ces coopérations, déjà, vous y êtes avec le Sénégal. Je sais que peut-être dans plusieurs domaines, notamment l'industrie, la pharmacie aussi, et des domaines tels que l'agriculture, vous y êtes? Bon, grâce aux très bonnes relations qui ont existé depuis longtemps entre les deux pays, je peux dire que l'économie n'est pas le seul domaine dans lequel les deux pays sont en train de se coopérer. Par exemple, sur le plan culturel, ainsi que dans le domaine de l'art et de la littérature et du Coran, il y a de très bonnes coopérations entre les deux pays. Et je vois déjà l'affection du peuple sénégalais pour la famille du prophète, et pour l'islam et pour le Coran, ce qui est un point commun entre les deux pays. Aussi, la coopération bilatérale s'est diversifiée dans différents domaines, mais je dois dire que malgré les bonnes relations appréciables politiques entre les deux pays, les relations économiques ne sont pas toujours satisfaisantes et il faut déployer des efforts pour augmenter ces coopérations. Et moi, j'ai désigné comme une priorité pour ma mission de travailler dans ce sens. On peut parler des coopérations toujours économiques, scientifiques et commerciales. Bon, pour revenir justement sur le domaine scientifique, vous savez que malgré les sanctions qui ont été imposées à l'Iran, l'Iran a su faire de très bons progrès dans le domaine de la science et de la technologie, où l'Iran est aujourd'hui devenu l'un des pôles de la science et des nouvelles technologies, et on se situe au 4e
entre 4e et 15e classement mondial dans différents domaines de nouvelles technologies, des technologies de pointe, y compris la nanotechnologie, la biotechnologie, la médecine, les équipements médicaux, la défense, de l'énergie, de pétrochimie, ainsi que l'agriculture. Alors, nous essayons d'accroître nos coopérations dans ces domaines et nous essayons de partager nos expériences avec le Sénégal. Plus particulièrement, nous essayons de faire nous envisageons de faire de Dakar un hub pour le transfert des nouvelles technologies iraniennes vers d'autres pays de la sous-région, et ce serait bien si on pourrait inaugurer un centre d'innovation et de technologie iranienne au Dakar, pour les entreprises basées sur la connaissance, pour qu'à travers Dakar, on puisse les transférer à d'autres pays de la région. Oui, alors dernière question pour clore ce chapitre. Les Sénégalais, l'Iran est devenu une destination privilégiée des Sénégalais et vice-versa. Comment vous l'expliquez? Vous savez que l'Iran, avec plus de 1 600 000 km² de superficie et 31 provinces, est l'une des destinations touristiques les plus attractives pour les touristes à travers le monde entier. Tout d'abord, l'Iran est un pays avec 4 saisons, c'est-à-dire c'est un avantage du tourisme iranien, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, à l'ouest du pays, vous avez les montagnes neigeuses et les villes pleines de neige, au sud du pays en même temps, vous voyez, il y a la chaleur et les gens qui se baladent et se promènent au bord de la mer et de l'océan. Deuxième point, c'est que c'est le tourisme de la santé. Vous savez que l'Iran a fait beaucoup de progrès dans la médecine. Aujourd'hui, le tourisme de la santé est un domaine attractif pour les touristes. L'Iran est devenu le pionnier dans le domaine des chirurgies médicales, des équipements médicaux dans la région, mais aussi dans le monde. Par exemple, dans le domaine de la chirurgie des yeux et des chirurgies cardiaques et dans certains autres domaines, l'Iran est le premier pays dans le monde, dans la région, et il y a beaucoup de touristes venant des pays voisins du Golfe Persique, par exemple, qui viennent se faire soigner en Iran parce que déjà les médecins, les équipements et les matériaux sont très avancés, et aussi le coût des opérations et des soins sont très bons et très bas. Troisième point, c'est que ce sont les lieux religieux iraniens qui sont une destination pour les touristes. Par exemple, nous avons 2 centres touristiques religieux très importants dans notre pays. Tout d'abord, c'est la grande ville de Mashhad, où se trouve le sanctuaire de l'imam Reza, le 8e imam des chiites, mais aussi dans la ville de Qom, il y a le sanctuaire de Fatima Ma'souma, où les musulmans du monde entier se rendent en pèlerinage chaque année, et qui est l'une des zones où plusieurs millions de personnes et de musulmans de différents pays se rendent chaque année. En ce qui concerne le patrimoine historique, vous savez que l'Iran est classé 10e au monde en inscrivant déjà 27 monuments nationaux, historiques et naturels auprès de l'UNESCO, ce qui indique une bonne position pour le tourisme iranien. Bon, sans parler bien sûr de l'hospitalité du peuple iranien, de la cuisine iranienne très diversifiée, la cuisine très traditionnelle et oui, Inch'Allah. Oui, la cuisine traditionnelle iranienne qui est très délicieuse. Aussi, on peut parler de l'artisanat iranien avec de très précieux objets d'artisanat, objets artistiques.
Aussi, sur le plan toujours civilisationnel et culturel, vous savez que l'Iran a une culture et une civilisation riche, une civilisation qui date de plus de 7000 ans, une civilisation millénaire, on peut dire. Ce sont autant d'épreuves et de vertus de la civilisation iranienne qui présentent une destination attractive pour les touristes étrangers, y compris les touristes sénégalais. Je dois également faire référence aux grands poètes, aux grands artistes, et aux hommes de lettres iraniens dont vous connaissez, vous avez entendu déjà les noms comme Hafez, Saadi, Rumi, Kharazmi, Avicenne, Ibn Sina. Alors, ce sont tous des preuves de la riche culture et civilisation et littérature iranienne. Il faut également y ajouter le très bon niveau des universités iraniennes, dont il y en a plusieurs universités iraniennes qui sont classées parmi les 500 universités supérieures au classement mondial. Alors, tous ces attraits dont je viens donner un bref résumé sont des preuves pour lesquelles les touristes sénégalais ou le peuple sénégalais s'y rendent pour voir de près. J'espère que l'occasion sera fournie pour vous aussi. Oui, pour l'équipe, pour que vous puissiez vous y rendre prochainement et voir de près tous ces attraits et tous ces aspects touristiques. Absolument, absolument. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre entretien, justement votre émission Tribune de l'Excellence, qui reçoit dans ce numéro son Excellence, M. Hassan Askari. Il est l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal. Alors, Excellente, nous allons à présent aborder la situation dans la bande de Gaza, puisqu'il y a eu malheureusement beaucoup de morts avec ces bombardements entre Israël et Palestiniens. L'aide humanitaire tarde, n'est-ce pas, à se concrétiser, et où il y a eu énormément de problèmes. D'abord, Excellence, votre appréciation sur la situation à la bande de Gaza. Permettez-moi d'abord d'adresser mes salutations et mes respects aux âmes des chers martyrs de Palestine et de Gaza, et de prier Dieu Tout-Puissant pour la guérison des blessés de cette grande tragédie, et de demander à Dieu d'accorder la patience et l'endurance pour les survivants. Alors, je profite de l'occasion pour demander la récitation de la sourate Al-Fatiha pour le salut des âmes de ces martyrs. Vous savez que la question de la Palestine est une triste histoire qui dure depuis 75 ans maintenant. La question de la Palestine n'est pas une question exclusive à l'islam ou aux musulmans. C'est une question d'ordre humain. C'est une question de l'ensemble de la communauté internationale. C'est une question humaine et mondiale. Alors, décrire la situation à Gaza est très difficile. La situation à Gaza est devenue une terrible tragédie car nous sommes témoins des crimes les plus terribles perpétrés par le régime sioniste contre la population de Gaza et de la Palestine. Gaza a longtemps été la plus grande prison à ciel ouvert, une prison sans toit du monde. Elle se trouve aujourd'hui aussi sous les oppressions les plus féroces. Maintenant, vous et moi, nous sommes assis ici en paix et en sécurité, alors que dans une autre partie du monde, à Gaza et en Palestine, les pires conditions règnent sur les habitants de ce pays. Nous sommes témoins des attaques 24 heures sur 24 contre les gens, les infrastructures, les maisons, les hôpitaux, les boulangeries, mais aussi des centres religieux tels que les mosquées et les églises. Là-bas, les gens n'ont pas accès ni à l'eau, ni à la nourriture, ni à l'électricité. Les enfants non plus, leurs petits bébés n'ont pas de lait en poudre, n'ont pas de nourriture. Alors,
On peut rappeler également le massacre de l'hôpital Al-Ahli Al-Muhammadani. Par conséquent, je crois que nous devons tous me dire ces bouchers usurpateurs qui se permettent toutes sortes de cruauté, de crimes, cette oppression sur ce peuple opprimé et innocent de Gaza. Il est vraiment difficile d'imaginer qu'à notre époque, 21e siècle, on voit que certains coupent de l'eau et de l'électricité sur une nation. Je crois que vous et vos téléspectateurs, vous avez entendu récemment les déclarations faites la semaine dernière par M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui s'était rendu au passage de Rafah et qui avait vu de près les scènes. Mais les autorités du régime sioniste n'ont même pas toléré l'exposé des faits de la part de la plus haute autorité d'une organisation internationale et se sont mis à le critiquer. Il faut se demander qu'est-il arrivé au monde pour arriver à ce stade. Ce qui se passe hier et aujourd'hui à Gaza, c'est un génocide, un infanticide, et malheureusement, les statistiques et les chiffres aussi augmentent de jour en jour, même à l'instant où nous sommes en train de faire cette interview. Peut-être le nombre des martyrs et des blessés qui avaient déjà été recensés à 6000 presque de martyrs et plusieurs milliers de blessés peut-être est en train d'augmenter. Alors je crois que aujourd'hui défendre ces peuples opprimés et innocents est notre devoir humain à tous. La religion, l'histoire et l'humanité nous disent de quel côté nous devrions nous tenir. Alors c'est justement du côté de la vérité, parce que l'histoire est là pour nous juger. Nous avons vu les scènes les plus déchirantes durant cette période, bien que ce ne soit pas pour la première fois, mais nous avons été déjà témoins des choses telles que, des scènes terribles, telles que à Deir Yassin, à Sabra, à Shatila, tout au long de ces 75 ans. Mais ce qui se passe actuellement dépasse toutes les frontières des crimes, et je crois qu'il est peu probable que quiconque voit ces terribles images ne soit pas ému et ne verse pas des larmes sur les scènes déchirantes qui se passent actuellement en Palestine. En Palestine. En Palestine. Ok. Alors, je vais, Excellence, vous poser la question à savoir quelle est alors la réaction des pays musulmans donc face à cette situation, n'est-ce pas, préoccupante à la bande de Gaza? Permettez-moi d'abord d'ajouter quelques points sur la question précédente. Je voulais dire que, outre tous les crimes dont nous sommes témoins, les bombardements de différents lieux religieux, les habitats des gens, mais aussi les églises, on voit que on a été témoin que le régime sioniste a eu recours aux bombes au phosphore blanc, ce qui est contre toutes les conventions et lois internationales. Alors c'est un crime de guerre à grande envergure et qui est condamné et qui doit être condamné par toutes les instances internationales. Disons que la réaction des pays musulmans a également été très différente. Beaucoup ont adopté des positions très fermes et certains ont adopté des positions, intermédiaires. Mais ce qui s'est passé cette fois, c'est que nous avons été témoins de la plus forte unité d'opinion parmi les pays musulmans et de la plus forte réaction des peuples du monde entier, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, pour condamner ces crimes du régime sioniste. Nous avons vu par exemple même des hommes politiques européens, par exemple dans le Parlement européen, le député belge qui a pris parole dans leur Parlement, qui ont condamné fermement les crimes
le génocide perpétré par le régime sioniste. Il ne fait aucun doute que cette période passera avec toutes ces souffrances et toutes ces difficultés imposées au peuple opprimé et innocent de la Palestine. Mais il faut savoir que les actions et les réactions de chaque pays, de chaque nation et de chaque être humain, ainsi que de chaque institution internationale responsable, et la position qu'ils prendront et qu'ils adapteront serait enregistrée dans l'histoire et dans le livre de nos actes devant Dieu Tout-Puissant, et nous en serons jugés. Mais j'espère que tout le monde va prendre le bon parti et va prendre la partie de la vérité. Mais pourtant, je dois réitérer que cette fois-ci, le monde entier, le peuple du monde entier, dans différentes capitales, y compris les capitales européennes, à Paris, à Londres, à Rome, à Madrid, en Australie, à Melbourne, on a vu des manifestations où les gens s'étaient rassemblés pour condamner à haute voix les crimes et le génocide du régime sioniste. Oui, alors on va aller très vite pour une bonne gestion du temps. Peut-être un peu la réaction des États-Unis justement dans ce conflit, Excellence. Pour répondre à cette question, je dois dire que la politique des États-Unis allait exactement dans le sens des politiques du régime sioniste. Ils étaient l'un à côté de l'autre. Et on peut dire aussi que les États-Unis et le régime sioniste forment un seul gouvernement, un seul corps, disons. Ils ont tous les deux une politique unifiée contre la Palestine et les peuples de la région. Et les États-Unis sont en réalité un partenaire et un complice dans les crimes de ce régime. Non seulement les Américains n'ont pas empêché Israël de commettre ces crimes, mais ils lui ont également fourni toutes sortes de soutien et d'aide pour qu'Israël puisse mieux massacrer le peuple palestinien. Ils lui ont fourni de l'aide financière, de renseignements, de l'aide en armement. Alors, vous avez vu que Joe Biden s'est rendu tout de suite à Tel Aviv pour montrer sa solidarité avec Israël dans ses crimes, ou aussi le secrétaire d'État américain Blinken qui s'est rendu en Israël et a même pris part à la salle des tactiques de guerre du régime israélien et s'est présenté lui-même comme un juif pour défendre les crimes des États-Unis. Alors, je peux dire que les États-Unis n'ont manqué aucun effort pour soutenir Israël dans ces crimes. Dans ce sens, il faut dire que les États-Unis sont complices de ces crimes et une grande partie de la responsabilité de ces crimes de guerre, de ce crime généralisé, de ce génocide, incombe aussi aux partisans internationaux de ce régime sioniste, dirigé certainement par les États-Unis. Oui, Excellence, est-ce que vous êtes satisfait aussi, n'est-ce pas, de la réaction des Nations Unies dans ce conflit? Je dois dire que les positions prises par M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, disons, était en quelque sorte bon, parce que lui-même, il s'était rendu près du passage de Rafah et il avait vu de près la situation et il a décrit la situation en ces mots. Il a dit que moi j'étais derrière un mur, de l'autre côté du mur se trouvait une grande prison où habitaient 2 millions de population avec des conditions de vie très difficiles, sans eau, sans électricité, sans combustible, avec des hôpitaux bombardés, des hôpitaux dans lesquels étaient alités des blessés. Alors, il a vu de près cette scène et lorsqu'il est retourné à l'ONU, il a ouvertement dit dans ses propos qu'il s'agissait d'un paradoxe là-bas, que
qu'un crime, un génocide, un infanticide, une guerre infanticide a eu lieu sur la bande de Gaza, qu'il faut l'arrêter tout de suite. C'était peut-être pour la première fois. Peut-être on peut dire c'était pour la première fois qu'on voyait une telle prise de position ouverte des Nations Unies contre le régime sioniste, mais le régime sioniste ne l'a pas supporté. Même le représentant du régime sioniste qui était présent à l'ONU n'était pas prêt à aller voir le secrétaire général, et l'empire médiatique occidental non plus. Il ne tolère pas qu'une autorité internationale comme le secrétaire général des Nations Unies déclare si ouvertement ces réalités. Mais je crois que le monde doit se réveiller. Et l'ONU aussi, les Nations Unies sont tenues comme responsables pour établir la paix et la justice dans le monde. Dans le cas de la Palestine, si vous remontez le temps et que vous voyez les cartes de la Palestine, par exemple en 1947, vous voyez le pays et la carte de la Palestine. Mais aujourd'hui, il ne lui est resté qu'une petite bande toute étroite, que le régime sioniste essaie de l'occuper et de l'usurper aussi. Bon, de toute façon, on voit que malheureusement les superpuissances mondiales n'acceptent pas ça et soutiennent toujours le régime sioniste, mais je crois que le sang des martyrs de Gaza et de Palestine ont une bénédiction, et par la bénédiction de ce sang béni des martyrs, le peuple palestinien va gagner dans cette cause. Oui, peut-être une dernière question par rapport au Sénégal qui justement préside pendant plusieurs années maintenant le comité, n'est-ce pas, pour la défense des droits inaliénables, n'est-ce pas, du peuple palestinien. Comment vous appréciez justement ce soutien sénégalais? Je vais revenir au propos de l'honorable président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, qui, lors de l'ouverture de la réunion du COMIAC, qui s'est tenue il y a presque 2 semaines, 10 jours à Dakar, il a dit que nous restons engagés à la cause de la Palestine. Il a dit que, enfin si je peux citer ses propos, il a dit que nous sommes tous préoccupés par la tragédie insupportable qui survient après la reprise des hostilités dans le conflit entre Israël et la Palestine. Il a dit qu'en tant que président du comité permanent des Nations Unies pour la restitution des droits inaliénables du peuple palestinien, nous appelons une fois de plus à la désescalade et au respect des droits internationaux et humanitaires. Je crois que c'est déjà une très bonne prise de position de la part du Sénégal, mais je pense toutefois que le Sénégal, en tant que justement président de ce comité très important au sein des Nations Unies, mais aussi Son Excellence Monsieur Macky Sall en personne, en tant que quelqu'un qui a toujours essayé d'établir la paix et de défendre la paix à travers le monde. Je crois que ils peuvent, le Sénégal et Monsieur Macky Sall peuvent encore jouer un rôle plus important, plus efficace et dans le rétablissement de la paix, justement pour arrêter ces crimes et ce génocide qui est en cours. D'accord. Alors, Excellence, merci. Nous arrivons au terme de cet entretien. Peut-être juste un dernier mot. On appelle certainement à lancer. Pour un dernier mot, je voudrais ajouter que moi, personnellement, déjà en tant que l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal, mais aussi en tant qu'un citoyen ordinaire, je condamne fermement ces crimes perpétrés par Israël contre le peuple de la Palestine. Déjà, j'ai fait publier un communiqué de presse dans lequel j'ai également noté
de la position de l'ambassade vis-à-vis de ces crimes. En ce qui concerne la position de la République islamique d'Iran, c'est une position basée sur les principes humains et aussi conforme aux lois et réglementations internationales. Vous savez que la République islamique d'Iran croit que c'est le droit du peuple palestinien de définir lui-même son sort et son destin. La République islamique d'Iran a déjà proposé la tenue d'un référendum sur le territoire palestinien où tout citoyen originaire de Palestine, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, puisse prendre part à ce référendum et décider et définir le système qui va gouverner son pays. Et c'est tout à fait conforme aux lois internationales et à la charte des Nations Unies. C'est parce que ces crimes qui durent maintenant à peu près 20 jours sont peut-être plus forts et plus vastes que tous les crimes que le régime sioniste a commis pendant ces 75 ans. Et certains des crimes aussi ont été, disons, peut-être rares, par exemple le recours aux bombes au phosphore blanc qui sont tout à fait condamnables. La responsabilité de ces crimes revient tout d'abord au régime sioniste, mais aussi aux États-Unis qui l'ont soutenu, mais aussi à certains pays européens qui essaient de soutenir. Ces derniers jours, vous avez vu que les chefs d'État européens se précipitent hâtivement vers les territoires occupés parce qu'ils sont inquiets que peut-être le régime sioniste va s'anéantir, va se démanteler prochainement. Alors ils y vont pour rester solidaires avec Israël. Mais je crois que le sang béni des martyrs palestiniens ne sera pas foulé aux pieds, ne sera pas sans effet. Et il va aider le peuple palestinien à gagner la victoire dans cette cause. Et nous, tous les êtres humains, les peuples, les gouvernements et les institutions internationales, nous sommes tous tenus comme responsables et nous devons répondre également un jour devant le tribunal de Dieu Tout-Puissant, le jour de jugement dernier. Comme la dernière phrase, je voudrais rappeler justement les mots du guide suprême de la révolution islamique d'Iran, l'Ayatollah Khamenei, qui a averti justement les instances internationales, les Américains et les Occidentaux, que si ces bombardements et ces crimes continuent avec le soutien illimité des Occidentaux, la situation dans la région va être plus compliquée et que si la colère des combattants et de ce peuple arrivera à son apogée, personne ne pourra les arrêter et nul ne pourra les retenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très prochainement. Voilà. You. Mesdames et messieurs, c'était votre émission, donc Tribune de l'Excellence. Merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Iran au Sénégal, de la République islamique d'Iran au Sénégal, que nous recevions justement dans cet entretien. Merci à toute l'équipe technique de Silo TV, Sader Diallo, Amadou et Ibrahima Ba également. On va se donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission et Tribune de l'Excellence. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.